Bonjour, merci d'être venu. Voilà, on va commencer avec notre première conférence sur la gasification hydrothermale qui va nous informer, on va dire, toute l'après-midi sur pas mal de nouvelles. Voilà le premier sujet sur lequel on veut vous informer. C'est l'appel à manifestation d'intérêt que GRT Gaz a porté l'année dernière et pour lequel était soutenu par le CSF NSE. On va dire, on a fait ça aussi, bien sûr, au nom du groupe de travail national, qui est un peu la représentation de la filière française. Et voilà, on va commencer tout de suite. On invite notre cher collègue du CSF nous rejoindre, Simon Caralou, qui va se présenter. Alors, tu peux prendre... Vas-y. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation Robert. Simon Caralou, je suis le copilote du GT Biogaz du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique et je travaille aussi accessoirement chez Total Energy et donc je pense qu'on pourra revenir très rapidement sur ce qu'est le CSF juste après. Je vous présente Audrey Bergeron qui m'appuie autant dans le pilotage du groupe de travail, mais qui nous a aussi fait le plaisir de nous appuyer sur la gestion de l'AMI qui nous a bien occupé l'année dernière. Et voilà, moi-même, Robert Moïque, je suis responsable de gazification notamment de Natran, je ne dois plus dire GRT Gaz. Voilà, on vient de changer de nom. Et je suis également le pilote du groupe de travail national. Peut-être revenir très rapidement sur le sommaire, puisqu'on a divisé cette heure et demie en fait en trois parties. Donc dans un premier temps, on vous présente les principaux résultats de l'AMI. Et puis ensuite, on fera venir sur scène et on écoutera les témoignages de différents porteurs de projets. Dans un premier temps, plutôt industrie. Et puis dans un second temps, qui est la dernière partie, plutôt les secteurs de traitement des déchets urbains et côté aussi secteur agricole. Robert, je vais te... Non, c'est même... je te relaisse la main, Simon, pour nous expliquer la genèse un petit peu de ce qui nous a amené jusqu'ici à l'AMIGH. Donc oui, en effet, sur la genèse, je pense que sur la première partie, qui est donc la démarche initiée par le groupe de travail GH, donc le groupe national, Robert pourra en parler mieux que moi, mais donc en 2022-2023, Robert est venu me voir, en tout cas nous, au CSF-NSE, pour nous proposer un projet qui était l'AMI gasification hydrothermale. Donc peut-être pour replacer très rapidement ce qu'est le CSF et le GT Biogaz, le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique et l'interface entre les filières, en tout cas une des interfaces privilégiées entre les filières et l'État, et pour objectif de profiter, ou en tout cas d'utiliser la transition énergétique pour réindustrialiser le territoire français. Dans ce cadre-là, comme j'avais précisé tout à l'heure, je suis copilote du GT Biogaz et on a donc volonté de développer les biogaz, donc à savoir la méthanisation, mais aussi la pyrogasification, la gasification hydrothermale, la méthanation, donc les gaz verts et bas carbone sur le territoire. Donc quand Robert est venu nous voir avec ce projet d'AMI qui avait donc pour objectif d'effectuer un état des lieux de la filière sur le territoire, on lui a dit que oui, on était prêt à appuyer avec le CSF cette initiative, parce que c'est une initiative qui est un premier jalon, si je puis dire, pour enclencher une dynamique de la filière sur le territoire français et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, idée d'avoir cet état des lieux, mais aussi derrière, de pouvoir sortir prochainement, en tout cas on l'espère, des unités industrielles sur le territoire pour produire des gaz bas carbone. Donc, en effet, on a apprécié cette initiative et aujourd'hui, on a les premiers résultats. On voulait vous recontextualiser un petit peu
l'écosystème et les acteurs de la gazéification hydrothermale, puisque là aujourd'hui l'AMI s'adresse, vous le verrez plus tard, uniquement à des porteurs de projets sur le territoire français, mais en tout cas, vous le verrez dans les discussions tout à l'heure, la technologie et les porteurs de la technologie en fait sont présents un petit peu partout en Europe et ailleurs, mais je laisserai, ils expliqueront mieux que moi, expliquer un petit peu tout l'intérêt et les considérations et les spécificités de leur technologie. En tout cas, voilà, sachez que différents démonstrateurs et pilotes émergent ou ont déjà émergé dans d'autres pays d'Europe avant aujourd'hui. Et donc, on va en venir tout de suite aux résultats donc, de l'AMI, donc, qui s'est clôturé en fin d'année dernière. On a donc identifié 24 projets en France métropolitaine, dans 10 régions. Ces 24 projets, vous le voyez sur la carte, ils sont assez bien couverts sur tout le territoire. On les a divisés un petit peu en secteurs d'activité. Donc, vous voyez les projets industriels qui sont globalement, donc, en majorité portés par le secteur de la chimie et de l'industrie agroalimentaire. Et on aura l'occasion de revenir dessus un petit peu plus tard. Et puis aussi les collectivités donc, et les traitements de déchets urbains, agricoles. Donc une forte mobilisation multisectorielle qui nous ont vraiment permis de générer des discussions très très enrichissantes, des considérations spécifiques pour chaque typologie d'acteurs, on le verra tout à l'heure, mais qui en tout cas tendent toutes vers l'émergence de premiers projets industriels très vite dès 2027. En termes de gisement et de production de gaz donc, renouvelables et bas carbone, on a identifié donc, différents types de projets, différentes tailles de projets, vous le voyez ici, entre 20 et jusqu'à plus de 500 gigawattheures par an, donc certains projets très importants qui mobilisent et valorisent des grosses quantités de déchets. Ces projets-là, donc sur les 24, il y en a 19 qui sont des projets de taille industrielle en phase préliminaire. Et puis les 5 autres sont divisés en des projets en phase avancée, au nombre de 3, et puis 2 démonstrateurs industriels, dont on parlera aussi tout à l'heure, qui sont prêts à émerger dès 2026. Ils sont portés par des porteurs de technologies français, et ça, ce sera surtout aussi l'occasion d'en discuter à partir de 15h30, 16h, la deuxième conférence de l'après-midi. En termes de tonnes de déchets, vous voyez des volumes sur les projets en phase préliminaire, plus de 370 000 tonnes de matière sèche par an qui pourraient être valorisées en gazéification hydrothermale et donc près de 2 TWh par an en injection de gaz, donc 1,9 TWh. Et puis sur des projets en phase avancée, donc qui sont prêts et qui ont vraiment déjà des données très avancées dans leurs études, presque plus de 20 000 tonnes de déchets de matière sèche valorisés pour 90 gigawattheures par an de capacité. On a dissocié un petit peu ces gaz qui sont principalement issus donc de biomasse et donc qui seraient des gaz renouvelables, et puis certains issus de matières de récupération. Oui, peut-être juste en complétant, vous voyez aussi en bas à droite que voilà, la taille des projets qui sont assez variables. Autant on s'attendait à des projets, on va dire, hors de grandeur entre 20 et 70 gigawattheures par an, et qu'il y aura l'un ou l'autre plus grand, mais en fait, et ça c'est lié au secteur industriel qui a fortement participé. On a aussi des projets qui vont largement au-delà. Et voilà, on a même eu un projet voilà, qui dépassait les 500 gigawattheures an. On va rester un peu plus sur les gisements, juste pour voilà, vous prenez conscience de la répartition et on va dire la quantité, la répartition des quantités. Alors déjà au global, voilà, on a à peu près 1,25 million de tonnes brutes qui font à peu près un équivalent de 400 kilotonnes matière sèche par an, ce qui est déjà, on va dire, un gisement plus que considérable. On a 16 différents types d'intrants qui ont été voilà, présentés dans les différents dossiers, 73% d'origine biogénique et le différentiel, voilà, 25% d'origine fossile, qui est essentiellement lié à l'industrie chimique, qui est aujourd'hui encore un des derniers secteurs qui valorise des intrants d'origine fossile, principalement des hydrocarbures.
et qui voilà, est aussi dans une démarche de transition écologique et énergétique. Mais voilà, pour eux, c'est plus difficile voilà, de basculer vers quelque chose de plus durable, mais ils ont la ferme intention de le faire. Et justement, la gasification thermale est une technologie qui permet de faire cette transition sans changement de technologie de valorisation des déchets. C'est un des premiers intérêts. Pour parler un peu plus des déchets, voilà, vous voyez que les déchets industriels, ça couvre 3/4 des déchets mobilisés. Dans la moitié, on va dire, des déchets globaux vient du secteur agroalimentaire, 1/4 vient de la chimie, et le restant se repartit, on va dire, de manière simplifiée, plus ou moins à part égale entre les collectivités locales, on va dire là, les déchets urbains, mais aussi les déchets type, comment dire, bout de station d'épuration. Et côté agricole, bah, il y a une grande part qui vient des digestats, mais pas que, et on verra pourquoi. Vous voyez en bas un peu la typologie des intrants, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, on a un certain nombre de déchets où on sait qu'ils sont convertibles avec la gasification thermale. La composition de ces déchets est plus ou moins complexe. Forcément, on peut aussi dire que les premiers projets vont être plutôt ceux qui valorisent des déchets plus simples, parce que toute la profession a besoin d'apprendre. Et on ne va pas commencer avec les cas les plus difficiles. Je trouve c'est assez naturel qu'on commence les premiers projets avec des déchets qu'on maîtrise bien, qui sont homogènes et qui sont le plus organiques possible, qui contiennent le moins d'inorganiques. Voilà, on passe sur le productible. Et là, comme disait Audrey tout à l'heure, voilà, on a un potentiel de 2 TWh de production qui, un peu en lien avec les gisements, se repartit pas tout à fait pareil, mais on n'est pas loin, avec un productible qui, dans l'agroalimentaire, est un peu plus faible, on va dire, en pourcentage que la part des gisements. Hein. Vous vous rappelez peut-être, c'était 50%, là on est à 46%. Ceci est lié à un peu plus faible, au plus faible pouvoir calorifique en moyenne. La chimie, elle dépasse même ces 25% parce que justement, elle a des intrants qui sont généralement plus riches en énergie. Et après, on voit que la partie agricole, elle est entre parenthèses pénalisée par les digestats qui sont déjà affaiblis au niveau de leur contenu carbone. Forcément, ils sont capables de produire moins de gaz. Et ça, on essaye de le compenser en complétant avec d'autres intrants. Et on vous expliquera pourquoi. Et après, vous avez un grand groupe lié aux déchets urbains. Et voilà. Et là, c'est là qu'on voit un peu sur la partie droite, les pouvoirs calorifiques sont quand même très différents d'un secteur à l'autre. Et on va dire la majeure partie, en fait, c'est la partie en gras, peut varier parfois beaucoup, notamment dans l'urbain. On peut avoir des digestats de boue qui se trouvent tout en bas de l'échelle et vous pouvez avoir des déchets, la restauration collective ou d'autres déchets qui sont encore assez organiques, qui vont plutôt dans le haut de la gamme des pouvoirs calorifiques. Dans l'agricole, on est plutôt avec des faibles PCI, mais ça dépend aussi quel type d'intrants on valorise. On peut s'imaginer trouver aussi des déchets qui sont encore plus riches en termes de pouvoir calorifique, mais ça ne faisait pas partie des dossiers déposés. Côté agroalimentaire, on est quand même assez proche du domaine agricole, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Et après, il y a une grosse différence avec la chimie, et ça vient notamment du fait qu'elle utilise beaucoup de résidus qui initialement se basent sur des hydrocarbures qui sont par nature plus riches, plus concentrés en énergie. Et ce qui fait que voilà, il y a une plus grosse différence qui explique aussi en grande partie le productible qui est plus important. Voilà, pour expliquer un peu plus voilà, ces différences, j'ai pris un exemple avec la technologie gasification hydrothermale à catalyse. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la gasification thermale, le business model est très impacté, bien entendu, à la base déjà par le coût de la technologie, par
par des adaptations qui sont parfois nécessaires en fonction de la typologie d'intrants par rapport à la famille technologique. Mais ce qui impacte le plus, c'est en fait c'est le pouvoir calorifique de l'intrant. Si on prend l'exemple d'une installation qui valorise 3 tonneurs de déchets bruts avec une siccité de 25%, qui dans les 3 cas de figure est identique, on voit que le pouvoir calorifique il varie beaucoup de digestat debout en base avec ici un pouvoir calorifique de 2,7 MW PCI par matière sèche à 6 MW pour un monomère, un solvant, disons un déchet de solvant de l'industrie chimique. Voilà, le pouvoir calorifique il est plus que multiplié par 2. En plus, la complexité de l'intrant varie. Des boues, c'est un intrant plus complexe qu'un résidu de la chimie qui, dans le meilleur des cas, est purement organique, qui n'a pas de minéraux, pas de métaux. Et voilà, on voit que le taux de conversion, il est facilité, d'autant plus qu'il n'y a que du contenu organique, ce qui rajoute un avantage supplémentaire à la chimie. Et au final, ça se voit dans la production de gaz. On a autant mis le brut que le net. Pourquoi on a mis ça? Parce que la consommation thermique des 3 cas de figure est identique. Parce que ce qui compte, c'est le contenu de l'eau, principalement, qui est dans l'intrant. Et vu qu'il est pareil pour les 3 cas de figure, il faut apporter la même énergie thermique pour compenser les pertes de système. Ce qui veut dire que là encore, on va dire le résidu de la chimie a encore un avantage supplémentaire. Ce qui explique qu'avec le même tonnage, d'un côté on sort 16 gigawattheures net et de l'autre côté on est 3 fois supérieur à 48. Et forcément, ça a un impact sur le business model parce qu'avec le même tonnage, on va générer d'un côté 3 fois plus de gaz que de l'autre côté. Et vu que le gaz est le principal rémunérateur, ça explique que le taux de rémunération nécessaire pour un projet avec un intrant chimique est bien plus faible que pour un intrant comme des boues de station d'épuration, par exemple, d'autant plus qu'ils peuvent être déjà digérés en amont. On ne va pas spoiler les discussions qui vont avoir lieu tout à l'heure, mais on vous a résumé ici les motivations des porteurs de projets qui ont répondu à l'AMI. Évidemment, les impacts environnementaux du traitement des déchets et de la valorisation des déchets qui sont parfois très complexes administrativement parlant et pas que, et aussi techniquement. Donc valoriser sur place des déchets dangereux ou des déchets complexes, c'est une grande motivation et c'est très appréciable chez les porteurs. Évidemment aussi, on en a parlé, mais donc le poids économique aussi des déchets et du traitement des déchets et de l'énergie finalement aussi qu'on va réussir à sortir en gazéification hydrothermale est une grande motivation et un grand facteur aussi. Et puis on a aussi certaines contraintes ou obligations réglementaires qui vont aussi permettre de favoriser ou en tout cas qui vont être prises en compte dans les considérations, dans l'émergence de projets à gazéification hydrothermale. Les porteurs qui soient donc industriels ou qui soient aussi donc des gestionnaires de déchets urbains ou agriculteurs sont effectivement, vous le voyez ici aussi, intéressés aussi par des objectifs communs aussi. Les industriels donc évidemment réduisent leur quantité de déchets ultimes qui peuvent traiter aussi sur site. Les déchets complexes, on en a parlé. Il y a aussi on en a eu d'ailleurs beaucoup de discussions avec certains porteurs, l'intérêt aussi de favoriser les synergies et les mutualisations dans on va dire des clusters ou dans des environnements où les industriels sont proches les uns des autres. Donc ils vont favoriser aussi les projets d'écologie industrielle et territoriale notamment, et du coup l'économie circulaire qui va avec. Et puis l'impact des réductions de gaz à effet de serre aussi est très important pour eux. Et puis les gestionnaires de déchets urbains, quant à eux, ils vont aussi réduire aussi l'impact de leur traitement de déchets. Ils ont aussi des besoins territoriaux qui leur sont propres à prendre en compte. Ils se conforment aussi aux obligations réglementaires. Et puis les agriculteurs méthaniseurs, eux, vont permettre aussi de gérer, lorsque c'est complexe pour eux, les excédents de digestat
et puis on maximisait leur production de gaz renouvelable, puisqu'ils sont déjà aussi habitués à produire du biométhane et du gaz renouvelable. Alors, on va passer un peu, je dirais, à l'avenir ou au présent, parce que les deux sont liés. Il est clair que pour une nouvelle technologie, où on va dire les pionniers, autant côté porteur de la technologie, mais aussi côté porteur de projet, il est clair qu'ils ne peuvent pas apporter tous les risques et tous les coûts, notamment dans les premiers projets. Alors, il y a une séparation entre, on va dire, les porteurs de technologie, notamment les porteurs français. On veut les soutenir pour qu'ils puissent développer des démonstrateurs. Les démonstrateurs, on va dire, c'est taille industrielle, c'est déjà des unités qui vont pouvoir traiter entre 500 kHz ou demi-tonneur jusqu'à 2 tonneurs à peu près. Ça veut dire qu'on est déjà très proche de la taille finale. Pourquoi ça? C'est quelque part un passage obligé avec cette technologie qui s'améliore avec la taille, en augmentant la taille, certains effets qu'on peut retrouver à des tailles inférieures disparaissent ou s'allègent. Et voilà, c'est forcément à un moment un passage obligé pour arriver à optimiser la technologie et pouvoir commercialiser d'ailleurs des véritables produits. Alors un premier facteur, voilà, pour nous, c'est de pouvoir soutenir ces projets-là. Ces projets aujourd'hui ont du mal en France à trouver des cadres de soutien parce que soit ils sont tirés par l'hydrogène, soit ils sont tirés par d'autres vecteurs, mais pas forcément par quelque chose qui ressemble à le productible brut qu'on appelle le gaz de synthèse, qui est un composé entre CO2, hydrogène et méthane, et qui vise quand même en premier lieu la production de méthane en sortie pour pouvoir l'injecter dans le réseau. En tout cas, c'est le business model sur lequel on travaille aujourd'hui, parce qu'on sait que côté méthane, on a un marché existant, on sait comment il fonctionne, et on a aussi la possibilité de proposer un productible de gaz d'ailleurs qui est utilisable par n'importe qui, comme le gaz naturel qu'on connaît tous. Voilà, et là, l'idée, c'est pouvoir soutenir ces projets, et on demande au moins un aide CAPEX considérable qui peut couvrir dès la phase étude les coûts des développeurs. Ça, c'est le premier volet. Et en parallèle, pour ceux qui puissent déjà partir avec des développeurs de technologies qui sont déjà plus avancés, pouvoir établir des premiers projets pionniers à taille industrielle, éventuellement avec une phase intermédiaire où justement il peut faire des tests dans les pilotes qui existent déjà, vraiment de pouvoir, on va dire, monter l'enchaînement d'un projet réel avec les études qui s'imposent, une mise en route, on va dire, en douceur, parce que bien entendu, on peut s'attendre que la première ou les 2 premières années, ça va être un peu moins rapide au niveau de la montée en charge que sur une technologie établie. Voilà, tout cet accompagnement-là, tous les coûts qui sont forcément supérieurs par rapport à des projets classiques, voilà, on a besoin d'un soutien, et c'est là que l'État, comme dans le cas des démonstrateurs, est demandé en premier pour accompagner ces industriels, aussi bien côté développement de la techno que porteurs de projets, pour qu'on puisse faire sortir, faire émerger vraiment cette filière. Et après, on va dire la deuxième ou la troisième étape, si on veut dire, une fois, on va dire, les premiers retours d'expérience sont établis, que chacun, autant côté développeur de techno que projet, a pris ses marques et c'est sur quoi il peut s'appuyer. Là, on peut s'approcher de quelque chose de plus établi, comme on peut le connaître dans d'autres filières, notamment la méthanisation. Et là, c'est plutôt l'idée des appels d'offres qui sont, à mon avis ou à notre avis, plutôt nécessaires pour accompagner notamment les projets qui vont générer des coûts de production un peu plus élevés. Et voilà, notamment on peut penser à l'urbain et l'agricole avec des pouvoirs calorifiques de leurs intrants qui sont plus faibles.
Et à côté, des quotas de CPB spécifiques à la gasification géothermale, voire aussi des contrats BPA, comme ils commencent déjà à se mettre en œuvre sur certains projets méthanisation pour l'industrie. Voilà, vous voyez un peu les cibles aussi en termes de productibles. Vous savez que les 24 projets, globalement, ils peuvent générer 2 TWh. On sait qu'il y a d'autres porteurs de projets qui sont approchés de nous, mais qui arrivaient trop tard pour l'AMI. On va dire, on est conscient et on est confiant dans le fait qu'il y a d'autres porteurs de projets qui poussent derrière. Mais voilà, la première cible, c'est de pouvoir produire 300 gigawattheures avec les pionniers. Et après, un deuxième volet sur 1700 gigawattheures par an qui couvre en gros ce qu'on a imaginé dans la filière avec la trajectoire 2030 quand on s'est fixé à 2 TWh. En gros, c'est globalement ce qu'on vise et pour tous ces objectifs qu'on demande le soutien de l'État. Voilà, on va passer justement sur cette dernière partie. On ne vous apprend rien de neuf, mais voilà, cette technologie, elle est une réponse innovante et pertinente. Elle répond à plein d'enjeux, elle a plein d'atouts qu'elle combine, particulièrement dans le secteur industriel, mais pas que. On a vu que aussi dans le secteur urbain et agricole, on trouve des intéressés. Et voilà, le premier objectif qu'on peut citer, c'est de pouvoir décarboner les activités, mais aussi de réduire l'impact environnemental. S'il y a deux grands atouts de cette technologie, ils sont là. Bien entendu, c'est au-delà, j'oublie pas la production d'énergie, mais voilà, on pense que ces deux éléments, deux atouts majeurs sont des raisons suffisantes pour soutenir cette technologie. On a publié, pour ceux qui nous suivent, lors de l'Expo Biogaz, les résultats d'une étude d'empreinte carbone. On est capable de réduire avec un intrant biogénique au moins de 80% les gaz à effet de serre par rapport au gaz naturel. C'est-à-dire on a une technologie qui va respecter les directives européennes. On est tout à fait capable de réduire la partie environnementale, les impacts environnementaux. Et là, ce qu'on demande un peu, c'est l'intégration un peu d'un changement d'approche, notamment dans les calculs économiques. Aujourd'hui, tout le monde le sait, l'environnement n'a pas de coût. N'a pas de coût tant qu'on n'a pas abîmé l'environnement. Plus on l'abîme, plus il y a un coût ultime qui va se générer, soit sur notre santé, soit sur la biodiversité, soit sur plein d'autres facteurs. Et on va arriver les coûts beaucoup plus tard. Nous, ce qu'on demande, c'est un changement systémique. Dès le départ, intégrer les coûts environnementaux. Parce qu'on pense que c'est ça qui va aider, notamment de pouvoir financer ou de pouvoir équilibrer les bilans pour des coûts qu'on paye déjà aujourd'hui. Par exemple, un industriel qui doit aujourd'hui payer un incinérateur pour pouvoir traiter ses déchets, il faut d'ailleurs, quand on traite ces déchets, qu'on valorise les déchets avec la gasification géothermale, les résidus autres que gaz injectables dans le réseau, qui peuvent être le CO2, les minéraux, des métaux, de l'azote, de l'eau, tout ça, ça doit avoir une valeur. Et aujourd'hui, on a encore un peu du mal à avoir une valeur pour ces facteurs-là, parce qu'on est face à un monde encore dominé par le fossile, et le renouvelable, le développement durable n'a pas encore sa réelle valeur, ou s'il y a une valeur, elle est très, très élevée, et on n'arrive pas à avoir un business model qui colle. Voilà, j'ai pas beaucoup parlé, je laisse à Simon la suite. Merci Robert. Donc peut-être pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, donc interface CSF, interface entre l'État et les filières, comme l'a dit notamment Robert, aujourd'hui donc on a les résultats de l'AMI maintenant, que fait-on après? L'objectif, nous en tout cas avec le groupe de travail, c'est d'aller voir donc l'administration et discuter avec eux des mécanismes de soutien qu'on peut mettre en place pour cette filière-là. Donc on a pu le voir, l'AMI présente
des chiffres plutôt avantageux, montre aussi cette synergie avec les industriels, notamment les industriels de la chimie, que ce soit sur l'amont ou l'aval, mais ça peut concerner l'ensemble des industriels, pareil amont ou aval. Et donc l'objectif est donc d'aller voir l'administration avec notre casquette d'intermédiaire entre filière État et montrer tous les avantages de la GH, donc à la fois qu'il y a un existant sur le territoire qui a des projets qui souhaitent se développer, mais aussi montrer ces synergies avec l'industrie. On parle constamment en ce moment de réindustrialisation, d'ailleurs de complexité de la réindustrialisation. L'AGH peut être une technologie qui vient apporter ces synergies-là qui peuvent aider les industriels à se décarboner tout en valorisant certains déchets. Donc on a vraiment la volonté d'approcher l'administration sur ce segment-là, mais c'est aussi montrer que ce sont des emplois qui sont non délocalisables, que c'est des euros qui vont être investis sur le territoire français et qui vont rester sur le territoire français, et donc que l'ensemble de la chaîne de valeur de la gazéification hydrothermale va participer à la réindustrialisation du territoire. Et donc nous, quand on discute avec le CR, donc avec ma casquette CSF NSE, avec l'administration, on parle beaucoup d'industrie, et donc là on a vraiment une technologie qui peut venir accompagner les industriels sur leur décarbonation et sur la valorisation de leurs déchets. Donc c'est pour ça que je pense que l'AMI est une très bonne première étape pour lancer cette filière et pour engager ces premiers processus, que ce soit discussion avec l'administration ou ne serait-ce que pour mobiliser l'ensemble de la filière sur ces sujets. Ouais, peut-être un petit complément aussi, le gaz qu'on produit en sortie, il remplace les importations de gaz naturel. Ça veut dire au passage, on améliore aussi la balance commerciale de la France, qu'il ne faut pas négliger, même si, bien sûr, on sait que notre impact est forcément limité, mais ce n'est pas négligeable non plus si on se projette à des horizons 2035 voire 2050, où on peut imaginer de produire jusqu'à 50 TWh, voire plus encore de gaz. Quand on regarde aujourd'hui le prix du marché, on est à entre 40 et 50 euros le mégawattheure. Vous faites le calcul, ça commence à être des sommes plus que significatives. Voilà, dernier point, c'est que Simon a déjà abordé, mais je veux le regarder aussi à travers le focus de notre groupe de travail. On a plus d'une cinquantaine de sociétés françaises, à part une exception qui est suisse, qui est Treatec, mais sinon c'est que des Français. On a aussi ici dans la salle, et ils vont intervenir tout à l'heure, on a KD et SCW Systems qui sont des développeurs étrangers et qui, on va dire, sont tout à fait solidaires avec notre démarche et qui sont prêts à venir en France pour déployer leur technologie, parce qu'on a la chance pour une fois, c'est une technologie européenne, c'est une technologie qui peut être française et qui l'est déjà en partie. Hein, le CEA le prouve et l'Eurolots est également un acteur engagé. Mais on a aussi plein de groupes, Suez, Veolia, Engie et d'autres qui s'y intéressent concrètement. Et à travers notamment les porteurs de projets, on a aussi des industriels qui viennent d'autres secteurs et qui peuvent trouver leur intérêt aussi avec cette technologie parce qu'ils ont des savoir-faire parfois qui sont intéressés, par exemple dans la récupération des saumures de solides, de récupération de l'eau. Ils ont des technologies à faire valoir, voire à développer parce qu'ils s'intéressent à la valeur des minéraux comme potentiel fertilisant, etc. Tout ça, et ça crée un lien aussi avec le CSF, parce que le CSF, son rôle aussi, c'est de pouvoir créer des liens entre différents secteurs d'activité qui normalement ne se parlent pas ou qui sont dans une approche client-fournisseur, mais qui ne collaborent pas forcément sur la même technologie ou à travers la même technologie. C'est quelque chose qu'on veut créer aussi. C'est bon. Merci Robert et Simon. En effet que tu as fait le tour. Okay. On peut peut-être, avant de passer à la table ronde, est-ce qu'on prend une ou deux questions, Robert, ou est-ce qu'on les prend tout à fait. après? Alors, peut-être, il y a un micro là-bas, c'est bon? D'accord. Si jamais il y a quelques questions avant la table ronde. Bonjour, Jonathan Lefebvre, Nantes Métropole. J'avais une question sur les produits qui sont du coup traités en industrie chimique.
Le gaz qui est produit, est-ce qu'il vient en partie en substitution d'autres usages énergétiques ou est-ce que c'est majoritairement des déchets? C'est-à-dire que est-ce que le potentiel en gigawattheure qui est affiché, c'est un potentiel net ou c'est un potentiel brut? C'est un potentiel brut. On va dire, on a volontairement affiché le productible brut injectable, sachant que forcément il y a une partie de l'énergie qu'il faut compenser parce qu'on compense les pertes du système, mais ça peut se faire soit avec du gaz, soit avec de l'électricité. Tout dépend comment le développeur de projet a conçu son système. Mais on va dire ça, à la limite, on pourra reposer la question tout à l'heure parce que voilà, on a les témoignages autant des porteurs de projets que des porteurs de techno. Je préfère que c'est eux qui vous répondent que ce soit moi. Oui, bonjour. Pour Matières Premières Énergie Média, est-ce que vous comptez publier la liste des projets retenus? Parce que là, pour l'instant, vous parlez effectivement de façon un peu générale et ne donnez pas d'exemple précis ni de nom d'entreprises qui sont concernées. Alors, comme on a affiché tout à l'heure sur la carte, il y a un certain nombre dont on doit respecter la confidentialité. Ce qu'on a essayé, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir dans quelle mesure on va pouvoir les mettre sur la base de données qui est publique sur des énergéticiens entre RTE, Natran et d'autres acteurs. On a un site internet sur lequel on publie pas mal de données sur le gaz et l'électricité. On va voir avec les différents acteurs ce qu'on va pouvoir afficher, mais on va essayer de le faire pour que ça soit le plus connu possible, tout en respectant la confidentialité de certains acteurs. OK. On va peut-être D'autres passer... questions, peut-être? Non? Okay. Bon, il va y en avoir dans la table ronde suivante. Merci Simon. On va passer à la table ronde et au témoignage des acteurs de l'AMI. Merci beaucoup Simon. Merci, on Simon. va se mettre sur le côté, nous, et puis je vais appeler avec nous Frédéric Martel, directeur du développement industriel de Cristal Union, Anne Morelière, ingénieure recherche chez Arkema, et Virginie Vinel, responsable commercial chez Treatec, et Sofiane Zalouk, responsable R&D chez Le Roulotte. Je vais te laisser la main sur une première série de questions. Oui, merci déjà. Peut-être justement à travers la première question, je vous laisse vous présenter rapidement. La première question, elle s'adresse à Arkema et à Cristal Union. Voilà, vous représentez deux activités très importantes du secteur industriel qui se distinguent quand même pas mal entre eux. Les deux premières questions qu'on voulait vous poser, c'est pourquoi la gazification et l'hydrothermal vous intéressent respectivement. Qu'est-ce qu'elle vous apporte spécifiquement en tant qu'industriel de votre secteur d'activité? Et quels sont les gisements de déchets que vous avez identifiés? Et voilà, quel autre avantage que la production d'énergie, production de gaz, vous voyez dans cette solution et pourquoi? Très bien. Bonjour à tous. Donc Anne Morelière, je suis ingénieure de recherche chez Arkema. Je suis localisée sur le site de Carlin. Donc c'est assez loin d'ici. Si vous situez Metz, entre Metz et Strasbourg, donc à mi-distance entre ces deux villes-là, nous sommes sur ce site. Donc Arkema, une présentation rapide d'Arkema, c'est un leader des matériaux de spécialité. Dans le monde, Arkema emploie 20 000 personnes, 10 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et il y a un tiers de l'activité qui est localisée en Europe.
Donc, Arkema a de forts objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre. Les objectifs sont chiffrés. Donc, à objectif 2030, Arkema a affiché l'objectif de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre et à 2050 d'atteindre le net zéro. Donc, ce sont des objectifs qui ont été validés au niveau national et qui sont conformes au projet à la limitation du réchauffement climatique à moins de 1,5 degré à l'horizon 2100. Donc, comment on peut atteindre ces objectifs ? Arkema souhaite favoriser l'économie circulaire et en favorisant l'économie circulaire, on va réduire les déchets ultimes. Donc, on va réduire aussi l'énergie qu'on va utiliser. Et puis, donc c'est un des enjeux principaux, c'est de réduire les déchets de l'industrie chimique. Et la gazéification hydrothermale est une des solutions pour réduire les déchets de l'industrie chimique. Sur le site, moi je travaille sur le site de Carlin. Le site de Carlin, c'est un site qui est spécialisé dans les monomères acryliques. Et les monomères acryliques au niveau mondial chez Arkema, c'est 1 million de tonnes par an. Donc c'est des grosses quantités de produits qui sont fabriqués. Et donc toute cette production va générer des déchets industriels. Et actuellement, ces déchets sont valorisés en faisant de la vapeur sur le site où ils sont brûlés par combustion par des partenaires. Et justement, on recherche des solutions plus vertueuses que la valorisation énergétique. Et donc, on a fait des tests sur des déchets industriels et ces tests ont été efficaces et nous ont permis en fait de générer du gaz brut à partir de nos déchets et puis de réduire complètement nos résidus. Donc, il y avait la question, l'intérêt qu'on peut voir sur la gazéification hydrothermale. Donc, pour nous, l'intérêt, c'est vraiment de réduire nos déchets de façon à ce que la quantité de résidus soit la plus basse possible. Également réduire les émissions de CO2. Robert en a parlé tout à l'heure. On réduit les émissions de CO2 de 80%. Donc à partir de déchets, au lieu de faire du CO2, on va faire du méthane. Et ensuite, les déchets actuellement qui sont brûlés à l'extérieur consomment des transports. Donc en fait, si on avait un traitement interne sur le site, ça nous permettrait de limiter en fait toutes les énergies qui sont utilisées pour l'utilisation de ces déchets. Vas-y, Frédéric. Merci. Donc Frédéric Martel, directeur du développement industriel et de la recherche dans le groupe Cristal Union. Cristal Union, c'est un groupe coopératif. Donc en fait, on a 9000 planteurs qui sont nos adhérents, nos actionnaires. Donc on travaille très très proche du monde agricole, avec le monde agricole. Ce sont fournisseurs de nos matières premières, mais ce sont aussi les utilisateurs de nos produits, d'une partie de nos effluents, de nos coproduits. Donc c'est ça qui rend la chose très intéressante. Donc on est biogénique par nature. L'activité agricole et photosynthétique produit à peu près 15 millions de tonnes de betteraves pour le groupe Cristal Union. Donc on a produit cette année 1,7 million de tonnes de sucre à peu près. Ça fait 25 kilos par an et par habitant. Donc, et on produit aussi donc avec nos coproduits de l'éthanol par fermentation et distillation. Donc l'éthanol dans notre jargon c'est pour les voitures et l'alcool dans notre jargon c'est pour ce qui se boit ou ce qui s'utilise en industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique. Voilà, donc sucre et alcool, un beau programme. Et dans le cadre de nos procédés, on essaie d'être très, très, très vertueux. On suit aussi le STBI, le Science Target Based Initiative, qui est un peu en fait l'équivalent de ce que fait la société civile privée que ce que fait l'État, c'est-à-dire essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notre part dans le réchauffement climatique. On essaie de faire notre part autant que faire se peut, en conseillant nos agriculteurs par des pratiques raisonnées, en limitant les intrants, les engrais et autres. Et dans nos usines, on essaie de se décarboner. Donc on a une feuille de route
qu'on essaie de suivre, qui passe par plusieurs étapes. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette feuille de route imprègne totalement toute notre activité industrielle et agricole. Donc ça, c'est pour nos objectifs. Alors, pourquoi on s'intéresse à la gazéification hydrothermale? Il se trouve que dans nos procédés, même si la plupart de nos produits, nos coproduits, nos produits fatals sont d'origine biogénique, eh bien, nous cherchons des nouvelles valorisations. Et surtout, un des produits que nous avons, c'est la vinasse de distillation du sucre de betterave. Voilà, donc quand on fait de l'alcool, on a un résidu. C'est très riche en minéraux et un peu en matière organique. Et donc nous concentrons cette fraction minérale. Ça représente à peu près sur 2 usines pas loin de 300 000 tonnes de matière concentrée. Qui sont ensuite vendus ou distribués à nos planteurs. Ce sont des fertilisants qui retournent en champ. Donc on a une belle économie circulaire. Mais en fait, on ne bénéficie pas du tout de la fraction carbonée qui est à l'intérieur. Alors, il y a quelque chose certainement. La microflore microfaune du Saône va certainement en bénéficier de ce carbone organique. Les bactéries vont être nourries, donc il faut faire attention. Néanmoins, on pense qu'on peut mieux valoriser. Notre objectif étant d'essayer de maximiser notre production interne, notre autonomie en énergie. On essaie donc d'utiliser ces produits. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est que aujourd'hui ce n'est pas un déchet, c'est pas polluant, c'est quelque chose qui a une valeur et on essaie de lui donner encore plus de valeur et encore de fractionner encore plus, dans le grand principe, d'aller de plus en plus loin pour donner de la valeur ajoutée et en plus donc de réduire les gaz à effet de serre. Je crois que j'ai à peu près répondu à la question. Oui, très bien, merci. On va passer la question aux développeurs de la technologie. Voilà, je m'adresse à Treatec, qui est un développeur de la technologie qui a été particulièrement sollicité dans le cadre de cette AMI. Alors, vous avez répondu à pas mal de sollicitations. Et voilà, j'ai 2 questions. C'est sur quel sujet vous avez été sollicité en particulier? Et quels sont peut-être aussi les points de sollicitation sur lesquels vous avez eu du mal à répondre pour différentes raisons? Et voilà que vous nous expliquez un peu ça, s'il vous plaît. Très bien. Alors, bonjour à tous, c'est Virginie Vinel de Treatec. Je vois des traductions un petit peu différentes de Treatec qui passent, mais voilà. Alors, on a eu donc 4 mois pour répondre à l'AMI avec nos partenaires ou clients. Et c'est pas long, 4 mois, donc c'était assez la course pour tout le monde. Ça nous a permis vraiment, avec les industriels, puisque cette partie, c'est la partie industrielle, d'accélérer sur la validation de certains gisements pour cette technologie. Donc c'était bienvenu. Mais ça nous a mis beaucoup la pression et aussi à tous nos partenaires qui étaient entrés avec nous dans cette aventure. Ça nous a permis donc de valider ceux avec qui on parlait déjà leur intérêt dans la GH, mais aussi en fait de trouver quelques autres entreprises, des financeurs, de collaborer sur des projets avec des constructeurs, des EPC, des intégrateurs. Donc tout à coup, comme Robert disait tout à l'heure, c'était une accélération du changement systémique, dirons-nous, où les personnes intéressées sont venues en avant. Je pense que vous avez bien illustré tous les problématiques des entreprises qui nous ont été présentées. En tout cas, on a vraiment eu bien sûr beaucoup de tests. Ça nous a permis de tester des dizaines de nouveaux intrants pour la GH, de plein de types différents. Et les problématiques que les entreprises qui nous ont contactés ont sont effectivement de réduire l'incinération, de trouver des solutions, parce qu'en fait, le transport, il s'agit de 300 à 400 km des fois, donc c'est vraiment très loin. Ça, c'est une problématique. Il y a aussi tout ce qui est optimisation des processus, réduction des coûts, mais je pense la vraie, on vous en parlait, mais je pense que pour les entreprises, en fait, ils venaient nous voir avec une problématique, et en fait, il y a 3 fronts que la GH propose
attaquer. C'est les déchets, faire du biogaz avec les déchets, avoir une réduction des eaux qui sont prises du réseau. Donc gérer bien la ressource en eau, puisque la ressource en eau en 2050, elle va augmenter, la demande va augmenter de 55%. Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et puis aussi les minéraux. Donc c'est 3 fronts en même temps. Donc ça fait une offre commerciale très intéressante pour les sociétés industrielles. Et puis la rapidité aussi, parce que les alternatives, la méthanisation, on parle de jours, alors que la gasification hydrothermale, on parle de quelques minutes. Donc je pense que ça aussi, ça peut être intéressant pour les industriels. Les problématiques qu'on a eues, Robert, écoute, on a eu beaucoup la pression à faire beaucoup de tests. Ça a été pour les industriels, je pense, possible parce qu'ils sont bien organisés avec leur processus, ils connaissent bien leurs déchets. On a eu beaucoup de demandes. Nous, à l'interne, on s'est organisé pour à la fois parler technologie, mais aussi problématiques d'entreprise. Donc, on a dû vraiment s'organiser pour pouvoir donner le maximum d'informations sur les sortants, donc biogaz, eau et minéraux, et bien comprendre en fait ce qui était possible pour les clients, comment on pouvait répondre à leurs besoins dans un temps aussi court à partie discussion, mais les conversations continuent, donc je pense qu'il y a un vrai intérêt pour la GH aujourd'hui. Merci Virginie. On va repasser à Arkema et Cristal Union. Voilà 2 voire 3 questions supplémentaires. Voilà, comment cette AMI vous a aidé à rendre plus concret vos projets respectifs, quels étaient un peu les effets accélérateurs. Au niveau du choix de la technologie, qu'est-ce qui vous a amené de choisir l'une ou l'autre famille technologique? Quels étaient les critères qui étaient importants pour vous? Et comment envisagez-vous d'avancer sur votre projet dans la suite? D'accord. La courbe arrive un petit peu plus tard. Oui, alors, vous voyez la courbe, nos objectifs de décarbonation. Ce qui est le plus important, en fait, à travers l'AMI, ça a été de mieux identifier les partenaires, mais aussi d'écrire une fois pour toutes les problématiques. Comme le disait Virginie, c'est vrai que c'était important d'imaginer qu'une solution technique, et qu'on cherchait une solution technique pour décarboner, puis en fait on a trouvé une solution technique qui fait tout. Ça c'est très intéressant. Alors pourquoi, je reviens tout à l'heure, pourquoi pas prendre la méthanisation par exemple? Tout simplement parce que nos produits, par exemple ceux qui nous intéressent, on ne sait pas les méthaniser. C'est de la DCO qui est très dure à méthaniser. C'est pas parce que c'est biologique que c'est facile. Et donc là on a trouvé vraiment une alternative intéressante et on a pu mieux décrire avec les intrants, les sortants, les différentes parties, comment valoriser nos produits, à la fois en eau un peu ammoniacale pour l'épandage, à la fois en concentrés minéraux pour la partie fertilisation, et à la fois en syngaz. On ne s'est pas arrêté sur on est agnostique sur les choix technologiques. On veut le meilleur et le moins cher, c'est simple. Donc ça pouvait être catalytique, ça pouvait être sans catalyse, ça pouvait être batch, ça pouvait être continu. Voilà. Donc c'est l'avenir qui dira, notamment avec les tests qu'on continue à poursuivre, ce qui sera le mieux en solution. Et enfin, évidemment, ça nous oblige aussi à un moment donné à regarder les OPEX, les CAPEX, le TRL, puisque c'est là-dessus que vont se faire les choix au final. Le point qui a été soulevé en premier, je retiens, Robert, c'est vraiment le TRL. Aujourd'hui, on ose ou on n'ose pas, justement, on ne sait pas encore comment sauter. L'AMI a pour vocation aussi de manifester à l'État, de faire signe, de dire oui, ça serait bien, par cet appel à manifestation, un intérêt de dire on veut bien y aller, mais on voudrait bien y aller pour le bien commun, mais peut-être pas y aller tout seul. Et si vous pouviez nous aider sur cette partie-là, c'est quelque chose qui nous permettrait
passer ce go-no-go de risque. Donc voilà, donc pour résumer, l'intérêt AMI, mieux se connaître, mieux comprendre les problématiques, poser les problèmes, en découvrir d'autres ou découvrir d'autres solutions, devrais-je dire plutôt, et prévenir que oui, la société civile peut faire des choses, mais c'est pas mal si tout le monde y participe. Donc, en ce qui concerne Arkema, le dossier d'AMI nous a permis d'aller un peu plus en profondeur dans la gazéification hydrothermale. Nous, on connaît nos déchets industriels, okay, c'est dans le flacon rouge, dans le flacon noir, mais le fait d'envisager chaque étape de la technologie nous a permis d'aller un peu plus en profondeur dans la connaissance de cette technologie. Et on a eu aussi l'occasion de poser la question à des partenaires potentiels, ce qui nous a permis d'ouvrir un petit peu notre connaissance sur le gaz qui va être généré. Nous ne sommes absolument pas des industriels qui utilisent du gaz ou qui le commercialisons. Qu'est-ce qu'on fait de ce gaz? Donc toute cette problématique qui était nouvelle pour nous, ça a été vraiment l'occasion de se poser de nouvelles questions. Dans l'AMI, dans le dossier d'AMI, on nous demandait justement de regarder l'ensemble de nos déchets, de regarder les quantités d'énergie que ces déchets pouvaient générer grâce à la gazéification hydrothermale. Donc on a pu effectivement chiffrer. Donc ça, c'était un point important. Également, les consommations énergétiques, les consommations d'eau. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait aussi besoin de partenaires pour mettre en place cette nouvelle technologie, des partenaires qui vont nous permettre d'optimiser le bilan énergétique. C'est une technologie qui fonctionne à haute température. L'objectif n'est pas de mettre une nouvelle technologie qui dépense énormément d'énergie, parce que dans ce cas-là, on n'a pas gagné notre vie. Ce qu'on veut, c'est avoir une technologie qui soit économe en énergie, même si c'est à haute température. Donc, tout ce bilan énergétique, le besoin en eau, on a des objectifs pour réduire nos utilisations d'eau. Donc, toute cette partie optimisation de bilan, recyclage de l'eau, ça sera on recherche des partenaires qui peuvent nous aider pour optimiser la gazéification hydrothermale. On a une partie de nos déchets qui génèrent alors nous, ce n'est pas des fertilisants, mais c'est des métaux. Donc, on va rechercher un partenaire pour valoriser ces métaux de façon à pouvoir les réutiliser éventuellement. Donc ça, c'est vraiment un intérêt. Au lieu d'avoir un déchet industriel qu'on va brûler, on va le traiter et on va générer un métal qui pourrait éventuellement être recyclé. Donc ça, c'est un autre partenaire à rechercher. Et puis ensuite, sur la partie gaz, comment on va traiter le gaz? Le gaz qui va sortir de la gazéification, ça ne sera pas du gaz qui sera correct pour être injecté dans le réseau. Donc comment est-ce qu'on peut le traiter, les différentes solutions, et qui pourra nous les reprendre? Donc un partenaire type énergéticien qui va pouvoir lui être intéressé pour mettre le gaz dans le réseau, parce que a priori Arkema n'est pas utilisateur de tout ce gaz qui pourrait être généré. Par rapport à la technologie, alors nous, la gazéification hydrothermale, c'est une des voies, mais on met cette voie en concurrence avec toutes les autres technologies qui peuvent valoriser nos déchets. Merci Anne et Frédéric. Un dernier bloc de questions. Vous avez déjà commencé à répondre en partie à ces questions-là, mais voilà une demande de compléter encore un peu plus. En construisant vos dossiers, quelles sont vos attentes principales pour que vous puissiez arriver à déployer la technologie et à réussir vos projets? Et est-ce que vous pourriez aussi préciser les risques que vous aimeriez voir couverts à minima, et qu'est-ce que vous attendez en particulier des pouvoirs publics? Donc, je vais répondre pour Arkema et après mon collègue. Donc, Arkema n'est pas du tout un fournisseur de cette technologie, donc ce n'est pas le cœur de notre métier. Donc, on ne va pas développer cette technologie seule. On va rechercher des partenaires pour développer cette technologie.
Le type de consortium dans lequel ce type de technologie peut être implanté, ça peut être une association d'industriels. Donc, sur la carte de France, on voit notre plateforme chimique. Nous sommes une association d'industriels avec les différents logos d'industriels sur la droite. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut développer ce type de nouvelles technologies qui sont vraiment des technologies de rupture. Donc on est toujours à la recherche de partenaires parce qu'on voudrait passer à l'étape du démonstrateur industriel. Pour nous, le démonstrateur industriel, il a un objectif, c'est de savoir l'opérabilité de cette nouvelle étape de traitement de nos déchets. Donc, c'est-à-dire, nous, on a des fonctionnements continus, donc on voudrait savoir dans quelles conditions notre démonstrateur pourra fonctionner en continu, l'énergie, les besoins en eau. Et puis la qualité du gaz qu'on va générer. Donc on a différents types de déchets et c'est important de savoir quelle va être la variabilité du gaz. Donc toute cette partie sera à tester. Il y a un point important également. Pour nous, c'est la viabilité de ce type de technologie. On va générer un méthane qui sera issu de déchets issus de l'industrie fossile. Donc comment va être valorisé ce type de méthane ? C'est un méthane qui va être issu d'un procédé où il y aura des étapes technologiques en plus. Donc, pour rendre le procédé viable, c'est important aussi de savoir comment va être soutenu ce type de méthane. Et globalement, pour ce type de technologie où on va avoir plusieurs partenaires qui seront impliqués pour le développement de cette nouvelle technologie, il nous faut on devrait avoir un soutien des pouvoirs publics ou des mécanismes de soutien public pour pouvoir dérisquer cette technologie qui est prometteuse mais qui est toute nouvelle. Et donc pour nous soutenir dans cette démarche, on attend des soutiens de public. Merci Anne. Frédéric? Oui, alors pour compléter, c'est vrai que j'ai un peu spoilé dans la question précédente. Oui. Oui, donc cette slide montre qu'en fait, c'est pas la seule solution qu'on évalue aujourd'hui dans nos énergies renouvelables, puisqu'on a déjà des solutions de combustion alors la pulpe, c'est la pulpe de betterave, hein, une fois qu'elle est séchée, qui sert normalement à l'alimentation animale, qui, comme vous le savez, diminue fortement aujourd'hui. Il y a de moins en moins d'utilisateurs de nos produits. Donc notre pulpe sert déjà en combustion. On a des effluents industriels sur nos sites qui partent en méthanisation. On a beaucoup de projets de méthanisation. Interne ou externe, hein, de nos planteurs ou dans nos usines, ce qui fait qu'il y a une partie qui est déjà injectée en gaz renouvelable sur le réseau. Et la vinasse vient en fait compléter ce panel de solutions, notamment avec donc la gradation qui est aujourd'hui que nous, sur les sites qu'on vise, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a déjà des gazéifieurs à biomasse, biomasse sèche, hein, vers des chaudières. Et donc, on peut, dans une première phase, injecter le syngas produit par nos vinasses. Donc, on a tout sur place. On a la vinasse concentrée, stabilisée. On espère la technologie et ensuite l'utilisateur direct. Et après, évidemment, la brique supplémentaire dont vous parliez, qui est comment est-ce qu'on upgrade, comment est-ce qu'on met aux normes, comment est-ce qu'on peut injecter dans le réseau. Quelque part, là, on a besoin de quelqu'un d'autre. C'est pas notre métier, évidemment. Et donc, pour le partenariat, évidemment, il faut le fournisseur de technologie. Il faut aussi les gens qui peuvent nous accompagner dans la création d'une filière. Ça serait dommage de faire un seul outil pour nous tout seul à un endroit. Voilà, même si on a 2 usines, on va le dupliquer. Mais plutôt en dérisquant collectivement les choses, donc avec des gens dont c'est le métier, des gens qui peuvent nous accompagner, des EPC qui peuvent nous accompagner pour reproduire la technologie et évaluer avec nous le retour d'expérience pour ensuite l'améliorer et le propager, quoi. Donc c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Et si en effet l'État pouvait nous accompagner dans ce sujet, les partenaires et nous, ça serait quelque chose de formidable. Merci Frédéric. On va accélérer un peu parce que le temps avance. Une question encore à Treatec. Voilà, comment ou disons, est-ce que l'AMI vous a aidé à clarifier les attentes des porteurs de projets? Et avec le recul que vous avez pris, est-ce que, on va dire, toute cette expérience a modifié aussi votre positionnement et si oui, comment?
Et peut-être pour expliquer ça aussi au public, quel scope vous comptez proposer demain dans vos offres, et est-ce que vous avez besoin de partenaires ou un partenaire pour compléter votre offre? Oui, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Merci. Alors, bien sûr que toutes ces découvertes nous ont permis de réfléchir à notre stratégie commerciale et à notre feuille de route, mais aussi à découvrir les feuilles de route des clients et voir où sont les alignements, et aussi à trouver dans le processus différents partenaires. Je vois que ça tourne, les slides. Ça va arriver bientôt. Donc, c'était pour nous une grande réflexion concernant oui, la stratégie. Maintenant, bien sûr, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans les questions c'était complet. Hein, Qu'est-ce qui a modifié votre positionnement à travers cette expérience de l'AMI? Est-ce que... Oui, alors bien sûr, cette réflexion a lieu et on a changé notre positionnement. Donc là, maintenant, on va pouvoir offrir des tests sur Vista, qui est notre démonstrateur qui finit d'être construit. Si vous voulez tout savoir sur Vista, notre directeur technique va présenter où on en est à 16 heures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir proposer très bientôt. Ça veut dire qu'on monte à l'échelle démonstrateur. On n'est plus sur des tests laboratoires. Ok, et peut-être sur le scope de votre offre de demain, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça ne comprend pas? Bien sûr, alors notre offre est très complète, hein, parce qu'on a différents modèles d'entreprise, mais on inclut dans l'offre tout ce qui peut être nécessaire à la mise en route d'une installation, pas juste que notre brique à nous. Donc il s'agit de la préparation, du terrain, de l'immeuble qui a besoin, enfin c'est 400 mètres carrés au sol, hein, des consommables. Donc il y a vraiment tout d'inclus et toute la partie aussi sortie. Donc tu demandais tout à l'heure au niveau partenariat, on a besoin aussi, nous, on est comme vous, on cherche des partenaires pour les saumures en sortant, les autres process. Et aussi, on a déjà des conversations avec des EPC, mais on souhaite aussi continuer les conversations avec les intégrateurs de notre technologie. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est Audrey qui prend le relais. C'est à mon tour. Une question pour Sofiane. Le Roulots, vous avez déposé un projet démonstrateur dans le cadre de l'AMI. Comment est-ce qu'il va participer au développement de votre technologie, hein, pour lui permettre de s'améliorer, et quels sont les facteurs clés que vous attendez pour lancer votre démonstrateur et les types de soutien? Très bien. Bonjour à tous, Sofiane Zalouk, responsable recherche et développement au sein de l'Euroelots. En deux mots, l'Euroelots, nous, on est fournisseur de centrales thermiques de 10 à 150 MW. Et donc, naturellement, on s'intéresse à la gasification hydrothermale pour tout ce qui est traitement et valorisation d'effluents liquides. Alors, effectivement, dans le cadre de l'AMI, on a déposé un projet de démonstrateur pré-industriel de 500 kWh avec nos partenaires. Donc c'est un projet qui a vocation à valider la technologie. On parlait de la marche à franchir. Effectivement, demain, Arkema ou Cristal Union demanderont des garanties de performance, de disponibilité au niveau des équipementiers. Et à partir de là, il faudra signer le contrat qui garantit tout ça. Et c'est indispensable au niveau de la feuille de route d'avoir un démonstrateur industriel qui permet de justement avoir un retour d'expérience sur différentes typologies d'intrants. Les bouts de station d'épuration représentent un enjeu important de par leur complexité, mais on voit que ce n'est pas le gisement le plus important par rapport aux résultats de l'AMI. On commencera avec des intrants moins complexes, mais voilà, les bouts de station d'épuration font partie un peu du target, on va dire, pour pouvoir valider la technologie. Aujourd'hui, d'un point de vue besoin par rapport à la concrétisation, ce qu'on attend, c'est vraiment d'avoir un besoin, des ressources
d'un point de vue soutien financier pour pouvoir faire en sorte que le projet se fasse, notamment au niveau des CAPEX et puis après tout ce qui est contrat d'expérimentation pour faire émerger les premiers projets et avoir un retour d'expérience via ce démonstrateur sur tout ce qui est également coût d'exploitation, retour sur la qualité du gaz pour pouvoir avoir un engagement par la suite sur les futurs projets industriels. Merci Sofiane. Et du coup, dans une perspective un petit peu plus long terme, quels sont les éléments en fait indispensables pour vous permettre de développer une offre de prix dans le cadre d'un projet industriel? Alors effectivement, nous on se concentre sur la partie brique GH, on va dire de la pompe HP jusqu'à la séparation de phases. Donc on ne s'occupe pas de la partie mise aux spécifications du syngas ou méthanation. On a des partenaires dans le groupe de travail, justement, des partenaires français qui s'occupent de cette partie-là et qui complètent la chaîne de valeur. Mais c'est effectivement des partenaires qui intégreraient cette partie valorisation du gaz, des partenaires intégrateurs pour mener le projet d'un point de vue EPC et être l'interlocuteur du client final. Et voilà, donc c'est ça les besoins qu'on a pour mener à bien un projet industriel. Merci Sofiane. Une question? Peut-être on peut passer à la deuxième table ronde et prendre des questions après, ou il y a peut-être quelques questions tout de suite dans la salle pour... Il y a des questions tout de suite? Non? Dans ce Oui, cas-là, si, il y a une question là sur la gauche, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Thibaut Bettencourt, président de BTC Énergie. Donc on a participé à l'AMI, on a été sélectionné. Donc je vous ai entendu, monsieur le directeur, parler de mécanismes de soutien qui seraient mis en place pour les porteurs de technologie et les porteurs de projets. Moi j'ai une question simple, quand est-ce qu'on commence? On souhaite qu'il y a des mécanismes de soutien. C'est pas parce qu'on le souhaite qu'on l'aura, mais on va dire on a commencé les discussions avec les pouvoirs publics. Mais bon, c'est pas une surprise pour personne. Les caisses de l'État sont plutôt vides. Alors les discussions sont, je dirais pas qu'ils sont simples, mais voilà, on lâche pas le morceau. On est arrivé jusqu'à aujourd'hui à bien progresser dans la filière. On va continuer et on a quand même quelques bons arguments. Je pense que les représentants ici les ont fait valoir. Et voilà, on a la chance justement, et je pense que ça c'est une particularité de la filière, c'est que 50% des acteurs sont du monde industriel, des déchets industriels pour lesquels souvent c'est que les incinérateurs qui sont, on va dire, le traitement ultime, avec voilà, des problématiques de transport, des problèmes administratifs. Certains déchets sont obligés d'être exportés parce qu'en France, on ne sait pas les traiter. Voilà, tout ça fait que voilà, ça doit pouvoir bouger les lignes et à nous, on va dire au collectif, de faire valoir tous les atouts de la technologie et de, voilà, Simon l'a dit tout à l'heure, la création d'emplois, l'industrialisation, du Made in France et aussi demain pour les développeurs français aussi de pouvoir aller à l'export. Voilà, tout ça joue. Les intégrateurs comme Suez, Veolia et d'autres, ils ont des marchés aussi en Europe ailleurs. Toute cette démarche qu'on fait, c'est aussi c'est pas que pour, entre parenthèses, pour la France, mais aussi pour les autres pays. Et voilà, on va essayer de pousser. C'est notre rôle. C'est pas parce que voilà, on nous dit que les caisses de l'État sont vides. On voit bien que pour les socialistes, ils trouvent 8 milliards, ils vont bien trouver quelques millions, quelques dizaines de millions pour nous, au moins pour commencer. Je suis un peu provocateur, mais voilà. On va passer. S'il n'y a pas d'autres questions. On va passer à la deuxième table ronde. Ouais. On va remercier nos intervenants aujourd'hui. Merci Merci beaucoup pour votre témoignage. On va garder Virginie, qui va également être présent à la deuxième table ronde. Et on va appeler Anthony Kéruel, président de S3D. Franck Le Provost, directeur général d'UDA Communauté. Joël Tanguy, président de Nevesus. Et Noémie Hilero, responsable R&D chez Prodéval.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, on va passer du secteur industriel aux deux secteurs urbains et agricoles. Et on va commencer avec Anthony Caruel, qui là, bien sûr, en tant que patron de sa propre société, bureau d'études, mais aussi pour représenter un de ses clients, qui a déposé justement un dossier qui est l'agglomération, disons la communauté d'agglomération de Cannes, pays de l'Airain. Et voilà, mes premières questions, c'est pourriez-vous nous expliquer succinctement le contexte de ce projet et les principales motivations, pourquoi la GH est devenue, on va dire, la technologie de préférence, si je peux l'appeler comme ça. Et voilà, deuxième question plus terre à terre encore, quels sont les gisements qui étaient mobilisés? Bonjour à tous et à tous. Du coup, merci Robert de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Donc Anthony Carré, donc moi je suis bureau d'études S3 d'ingénierie, comme tu l'as dit Robert. Alors, on a eu la chance en 2024 d'avoir été choisi par la communauté d'agglo de Cannes en tant que prestataire pour réaliser une étude de faisabilité pour valoriser en premier lieu les boues de la station d'épuration Aquaviva, qui est une station d'épuration de 254 000 équivalents habitants. Donc, le cahier des charges était le suivant, c'est déterminer des solutions de valorisation, dont la méthanisation et la gasification hydrothermale. Donc, pourquoi cette réflexion? Tout simplement, la steppe Aquaviva aujourd'hui n'a pas d'exutoire localement pour valoriser les boues de la station d'épuration. Donc ces boues sont déshydratées, transportées à 300 km dans le nord du département pour incinération et co-compostage. Donc c'est un coût pour la collectivité énorme. Donc du coup, voilà, donc on a regardé méthanisation et gasification hydrothermale. Alors rapidement, la gasification hydrothermale est apparue comme la solution la plus intéressante. Pour plusieurs aspects. Déjà la compacité du procédé, donc le besoin de terrain est moindre qu'une installation de méthanisation. Deuxièmement, la méthanisation ne résout pas le problème d'épandage, parce que du coup on génère un digestat, et le digestat après, du coup il n'y a pas non plus de solution d'épandage localement. Donc la gasification hydrothermale, elle, permet d'éliminer quasiment la totalité des boues. Troisième avantage, l'histoire de l'eau, donc la préservation de la ressource en eau, pardon. Donc comme ici on récupère l'eau et dans le projet, cette eau était traitée et valorisée dans le golfe avoisinant, donc il y a une vraie logique de ressources en eau, et bien sûr la production de biométhane. Sur les déchets. Donc du coup effectivement les boues de steppe en premier lieu, et derrière pour améliorer l'aspect énergétique du mix entrant, on a étudié le fait d'intégrer des biodéchets issus de la collecte sélective à venir. Vous savez que les collectivités sont contraintes de collecter, de traiter ces biodéchets. Donc on a intégré des biodéchets sur un rayon de 10 km autour de la steppe, et également tout ce qui est graisse d'assainissement qui bien sûr étaient traités à la steppe. Donc là on les a réorientés directement dans la GHT. Donc d'une part ça allège en charge la steppe, et nous ça nous permet d'avoir des produits énergétiques. Merci Anthony. On va passer à Franck Le Provost qui également représente une agglomération. C'est l'Oudiac en Bretagne. Voilà pour vous, à quels enjeux justement d'une collectivité locale un projet gasification hydrothermale pourrait apporter des réponses pertinentes? Quels sont, pareil, les déchets que vous aimeriez valoriser? Et comment cette solution pouvait être au service de l'économie circulaire de votre communauté? Merci Robert, bonjour à tous. Alors une problématique un petit peu similaire à celle de Cannes, sauf que nous sommes une toute petite communauté de communes, et on voit que la gasification hydrothermale, quelque part, ça peut intéresser les grands et les petits, puisqu'on est une communauté de communes de 38 communes et 52 000 habitants, avec cependant une spécificité
Alors, vous le voyez, on est au centre de la Bretagne, donc l'Oudéac, une communauté de communes qui s'intéresse depuis un certain nombre d'années à la gestion de ces déchets. Alors tout simplement parce que pour les soucis, comment on va dire, d'économie financière, comment on peut traiter tous ces déchets, que ce soit le bois de nos déchetteries, que ce soit les bouts de station, que ce soit le digesta aussi, puisqu'on est aussi partenaire et d'un méthaniseur à hauteur et actionnaire à hauteur de 35%. Donc voilà un petit peu notre philosophie, c'est comment on va faire du déchet une énergie et comment on va pouvoir faire une énergie renouvelable et participer à notre projet de territoire, puisque on a effectivement nécessité de produire de l'énergie renouvelable aussi en Bretagne, avec un certain nombre de facteurs, tant sur l'éolien, le solaire, la méthanisation. Donc c'est tout ça qui a guidé un petit peu notre communauté de communes à s'intéresser à la GH, et je reviendrai peut-être sur quelques éléments plus tard. Merci. On va repasser à Anthony. Voilà, Cannes était un des acteurs qui a déposé un dossier avec une étude avancée, grâce aussi à l'étude de faisabilité que vous avez réalisée. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éléments justement sur la partie financière, c'est-à-dire comment vous comptez justement porter ce financement et quelle économie générer ce projet avec la GH potentiellement? Et peut-être une autre question. Vous avez aussi justement déposé, disons, vous étiez impliqué dans un autre dossier, et dans quelle mesure le projet de cette autre collectivité est différent de celui de Cannes? Quelles sont les spécificités qui les différencient un peu de ce projet de Cannes? Ok, donc nous, sur Cannes, donc on a conclu à la nécessité, enfin au besoin d'une installation de GHT de 4 tonnes heure pour traiter justement les déchets visés. Et on a conclu à une vraie faisabilité technico-économique, donc avec un investissement de 26 millions d'euros. On avait une économie, c'est-à-dire que la production de gaz et bien sûr le fait de ne plus envoyer les déchets à l'incinération dans le nord du département, ça génère effectivement une économie de 500 000 euros par an. Donc tout ça, moyennant une subvention de 30% par la région ou l'ADEME ou l'État, permettrait d'avoir une rentabilité du projet. Donc du coup, la collectivité est bien motivée à aller plus loin. Cependant, voilà, ils aimeraient avoir un démonstrateur à visiter dans des conditions je dirais semi-industrielles avant de pouvoir lancer un marché public et donc investir dans ce projet. Mais donc voilà, donc une collectivité conquise. Donc je dirais que c'est la particularité de ce territoire avec ce coût de traitement des biodéchets et des boues aussi qui rend le projet faisable. On a eu du coup la chance d'accompagner également depuis peu le Nice et la steppe Aliotis 2, donc une très grosse steppe également. Donc là, eux, ils ont fait le choix d'investir dans de la méthanisation, donc ça c'est acté. Et là, nous, on a étudié le fait d'intervenir a posteriori, donc faire de la gasification hydrothermale sur le digesta et en incorporant également des biodéchets et des graisses d'assainissement qui n'étaient pas collectées par la méthanisation dans le projet initialement. Donc là, du coup, on est en train de terminer ça. Ce qu'on peut conclure, effectivement, que c'est un peu moins rentable de mettre une GHT derrière une méthanisation plutôt que de faire directement de la GHT. Comme on a déjà converti une partie de la charge organique en gaz en méthanisation, il reste moins de potentiel énergétique pour la GHT derrière. Ça marche. Merci bien. On va passer à Joël Tanguy de Nevesus, qui a accompagné justement Franck Leprost sur son dossier. Peut-être la première question, quels sont justement les autres avantages de la gasification thermale au-delà de la seule production de gaz? Et concernant le dépôt du projet auquel vous avez contribué, quels sont ces principaux facteurs de succès? Merci Robert, bonjour à toutes et tous. Donc Joël Tanguy, président du bureau d'études Nevesus basé en Bretagne. Donc on a accompagné quelques dossiers AMI, dont l'Oudéac Communauté.
Et ouais, il a fallu se pencher rapidement quand même sur les flux. Voilà, c'était quelque chose d'assez macro, mais malgré tout, qui montrait l'intérêt du territoire déjà de vouloir valoriser différemment ces intrants, trouver des alternatives aux épandages. Franck l'a évoqué tout à l'heure, avec quand même une station d'épuration assez imposante, avec une activité industrielle loin d'être neutre, et transformer les déchets en énergie et aussi trouver son effacement, son équilibre finalement carbone du territoire. Donc a été identifié dans cette première partie les différents flux qui étaient les bouts de la station d'épuration collectif et industriel. On est bien sur un mix, on n'est pas que sur des bouts industriels. Donc je le dis parce que des fois on oublie, parce que c'est passé vite, mais le Covid était quand même une belle problématique à la période de valorisation des bouts de la collectivité. Des digestats en excédent sur la méthanisation dont la collectivité est aussi acteur, donc vraiment une méthanisation de territoire. La valorisation des biodéchets qui s'organisent en termes de collecte. Alors à voir, concurrence, pas concurrence avec les méta, mais c'est une possibilité. Voilà, un flux global de déchets à 32 000 tonnes identifiés et un potentiel de production en gaz injectable de 25 gigawattheures par an. Voilà, dans la première approche, ce qui a été déterminé. Donc, aussi avec des recherches encore plus loin d'externalités, externalités positives d'un projet de GH. Donc, on est bien d'accord, il y a déjà la notion de produire, de décarboner et de produire du gaz pour les activités du territoire. La synergie, c'est de réveiller aussi une dynamique entre les industriels, la collectivité et tous les acteurs, des emplois directs et des nouveaux emplois, des nouvelles compétences en plus qui permettent d'enrichir aussi le territoire. Et cet aspect de conserver quand même cette notion de fertilisant, phosphore, azote, pour les revaloriser, donc produire de l'énergie, mais conserver quand même les nutriments nécessaires à la pousse. L'utilisation, l'eau en irrigation, voilà, même chez nous en Bretagne, ça arrive que des fois on manque d'eau, je vous rassure. Et il faut le gérer. On n'a que des eaux de surface, on n'a pas beaucoup d'eau de source. Et voilà, c'est des choses qui peuvent quand même être intéressantes à être analysées. Et que je l'évoquais déjà tout à l'heure, la réduction de l'empreinte carbone, c'est les objectifs 2030-2050. Le territoire doit réussir à s'auto-équilibrer au niveau de son carbone, son bilan carbone. Et ça fait partie aussi des intérêts recherchés par la collectivité. Merci Joël. Question à Franck, voilà ce qui concerne plus les finances. Est-ce qu'un tel projet a besoin de soutien? Quels sont pour vous les soutiens indispensables pour un tel projet? Très clairement, on va revenir sur les finances. On sait qu'on est dans un contexte budgétaire national où les collectivités sont fortement impactées. Pour une petite communauté de communes comme la nôtre, avec 100 millions de budget annuel, c'est moins de 2 millions de recettes fiscales. Donc on voit bien quand il va falloir convaincre les élus de laisser quelque part son directeur aller sur des projets un petit peu innovants dont on ne comprend pas encore tout. C'est vraiment motiver aussi et faire comprendre que dans le cadre de notre projet de zone du futur bas carbone, donc puisque je ne l'ai pas précisé, mais cette zone industrielle de l'Oudéac Communauté, c'est la plus grande zone de Bretagne. Elle est sur 400 hectares et avec une station d'épuration quand même, elle est la troisième plus grosse publique de Bretagne. Donc on a vraiment des enjeux, mais très clairement, ce que l'on demande à notre partenaire qui est l'État et que l'on côtoie très, très souvent, c'est une aide quelque part à l'innovation, une aide pour ces communautés de communes rurales aussi, qu'elles puissent montrer que l'innovation, c'est aussi dans les territoires ruraux et que pour nos industriels, on parlait de réindustrialisation, nous on est sur un mécanisme agro-industriel, on a besoin d'accompagner les industriels et on doit être à leur côté, même si on est une collectivité, la puissance publique doit être aux côtés de l'industrie pour développer toutes ces expérimentations. Et très clairement, donc c'est pour financer et accompagner l'investissement CAPEX qu'il faudra que l'État veille à regarder avec grande attention cette gazification hydrothermale.
Merci bien Franck. On va repasser à Joël et voilà, avec la demande d'être court. On va passer du secteur urbain au secteur agricole. Alors Joël, vous avez accompagné aussi pas mal de dossiers dans ce domaine-là. Voilà, comment justement ces acteurs-là se différencient par rapport au secteur urbain? Quelles étaient leurs questions spécifiques? Pourquoi ils s'intéressent à la conversion de Digesta? Pourtant, voilà, il y a un retour du carbone au sol. Voilà, expliquer un peu tout ça et pourquoi quand même la GH a été une solution pertinente pour eux, quoi. Oui, effectivement, on a été sollicité avec plusieurs acteurs, donc les acteurs de la collectivité et les acteurs du monde agricole. Pas forcément avec les mêmes objectifs, même si la notion de décarbonation existe dans les deux thèmes. Du côté agricole, il y a vraiment une volonté de valoriser encore le résiduel, avec des fois des excédents quand même en termes de volume de digesta, et d'aller chercher une production supplémentaire en biométhane, tout en ayant toujours cette conservation de dire que mes éléments azote, phosphore, si je peux les récupérer, si je peux les garantir de les revaloriser, ça peut être une solution intéressante. Le problème qu'on évoquait dans toutes les régions de sécheresse ou de manque d'eau ou de besoin tout simplement d'irrigation se fait ressentir aussi, et c'est une notion qui les intéresse. Et puis ça peut aller même jusqu'à se dire le CO2, forcément, l'intérêt de valoriser le CO2, de le trouver soit sur de la production quelle qu'elle soit, en serre ou autre valorisation du CO2. Et puis, pourquoi pas, une question qui arrive aussi, toute la partie machinisme agricole, consommateur de produits fossiles, enfin de produits de carburants fossiles, commence aussi à leur poser questions et inquiétudes. Et ils se disent que peut-être que demain, on aura besoin de carburant, de son propre carburant, pour aussi garantir la récolte ou la production agricole dans tous les cas. Donc des enjeux différents, qui reste quand même assez basé, toujours une notion de territoire, mais aussi une notion, je ne l'ai pas évoqué, mais de valoriser des excédents ou des sous-produits de leur production, tels que de la paille broyée, même du marc de raisin, c'est arrivé, ou, voilà, des éléments qui peuvent être valorisés pour eux, qui peuvent être intéressants. Merci Joël. Je vais maintenant poser une question à Noémie. Donc Prodeval, vous êtes un équipementier connu et reconnu dans le domaine de la méthanisation. Vous avez déposé un dossier dans le cadre de l'AMI avec un porteur de projet agricole, un agriculteur méthaniseur. Qu'est-ce qui a motivé votre partenariat? Alors bonjour à tous, Noémie Hilero, responsable R&D chez Prodeval. Premier élément, la société Prodeval, on est une société qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. On a commencé au départ dans le captage et le torchage de gaz issus d'ISDND, donc de centres d'enfouissement, et on a évolué au fil du temps vers le traitement et la valorisation de ce gaz, pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc aujourd'hui, on dispose de tout un panel de technologies, partant d'un biogaz brut issu de méthanisation pour arriver à un biométhane injectable, à un biométhane qui peut servir de gaz carburant, et à la liquéfaction de CO2. Tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui un savoir-faire qui est solide et transférable à d'autres à la valorisation et au traitement de d'autres gaz, dont le gaz de synthèse qui va être issu de la gazéification hydrothermale. Travaillant du coup sur du biogaz issu de méthanisation, on a créé des liens très forts avec le monde agricole, et c'est ce qui nous amène à avoir à cœur d'apporter des solutions à toutes les problématiques que peuvent rencontrer finalement nos clients agriculteurs méthaniseurs. Et il se trouve que le traitement du digesta, qui va être présent en excès, est un vrai sujet. Et c'est ce qui nous a amené finalement à décider de déposer ce dossier pour montrer aussi le besoin de développer les technologies pour permettre la valorisation de ce digesta, même si, comme ça a pu être dit un peu plus tôt, on est tout à fait conscient que la valorisation du digesta par gazéification hydrothermale viendra un petit peu plus loin sur la feuille de route.
Merci. Vous anticipez donc ma future question qui était sur quels étaient vos intrants, mais j'imagine que vous avez peut-être aussi utilisé d'autres déchets. Si oui, est-ce que vous avez complété ces digestats par d'autres déchets? Et puis, en dehors de la production de gaz, quels sont les atouts de la gazéification hydrothermale qui vous ont intéressé, qui ont intéressé votre partenaire? Au risque de répéter des éléments qui ont déjà été donnés, tout simplement, voilà, l'intérêt premier, c'était de trouver une voie de valorisation locale de ce digestat qui est produit localement et qui va être présent en excès. Donc, vous le savez tous, la valorisation première du digestat aujourd'hui, c'est l'épandage, qui est une pratique qui est très encadrée, à raison, hein. Mais tout ça, ça va signifier finalement qu'on a d'un côté une production de digestat qui va se faire de façon continue, et de l'autre côté, une voie de valorisation par épandage qui se fait plutôt par période, avec une quantité limitée, voilà, qui dépend de la météo, qui dépend des périodes. Donc on va avoir finalement un digestat qui va être nécessaire de stocker, parfois de transporter pour pouvoir l'épandre ailleurs. Et donc voilà, nous, l'idée, c'était vraiment de trouver une solution de valorisation de ce digestat sur le site, pour pouvoir en retirer derrière, comme ça a été dit hein, par d'autres personnes, pour en retirer d'un côté des minéraux, d'un autre côté du gaz. Et donc dans le cas de notre client, on est sur un site qui dispose déjà d'une installation de méthanisation avec une chaîne d'épuration et donc une injection de biométhane. Donc voilà, le gaz qui serait produit par GH pourrait également être injecté sur ce même site. Et on a parlé également des problématiques de l'eau. Voilà, donc je rejoins aussi ce point-là. Au niveau des intrants, donc on est parti d'une base digestat, mais évidemment, comme ça a déjà aussi été dit, le digestat a un PCI qui est relativement faible. Donc il va falloir venir le compléter pour arriver à une ration, on va dire, intéressante. Le deuxième point va être sa siccité. On va avoir finalement une siccité plutôt faible, donc un intrant qui va être trop liquide. Et donc venir compléter ce digestat avec d'autres intrants disponibles, pareil, localement sur la ferme donc, ou autour. Donc dans notre cas, on a plutôt travaillé sur du fumier équin pailleux et des résidus de paille qui n'étaient pas utilisés en méthanisation. Tout ça, ça nous a amené à une ration suffisante. Ce ne sera pas la ration finale, hein. On est aujourd'hui sur un projet qui est au stade préliminaire. Notre objectif va être d'intégrer dans cette ration des déchets disponibles localement et qui n'ont pas de voie de valorisation ou peu de voies de valorisation. On peut penser par exemple à des boues papetières souillées, voilà, tout ce qui va être plus complexe à valoriser. Donc voilà, l'objectif, il va vraiment être de s'intégrer dans une dynamique circulaire et locale de valorisation de déchets pour produire un gaz injectable. Merci Noémie. Je vais maintenant me tourner vers Virginie. Donc Treatec, vous avez été sollicité également dans l'AMI par des acteurs des deux secteurs qui sont le sujet de cette table ronde-là. Est-ce que vous avez identifié que les besoins de ces acteurs sont différents des besoins des acteurs du secteur industriel, par exemple? Oui, absolument. J'ai entendu plein de choses là maintenant, donc je vais peut-être relativiser un peu ma réponse, mais pour les projets qu'on a vus, pour nous, ce qu'on a vu, c'est que les enjeux étaient pour les collectivités locales et aussi les porteurs de projets agricoles, c'était plutôt le biogaz, l'intérêt, plutôt que les déchets, qui sont pour les industriels la priorité. Mais bon, là j'ai entendu d'autres objectifs, donc c'est intéressant d'être ici aussi pour ça. Je pense que les méthodes d'approche étaient aussi différentes, parce que, par exemple, les industriels ont leur laboratoire à l'interne, donc c'était plus facile pour eux de préparer les analyses qui sont nécessaires pour faire des tests sur les intrants, sur les gisements. Donc ça, c'était une grosse différence, parce que la vitesse du dépôt de dossier de l'AMI demandait qu'on ait très rapidement les évaluations des sortants. Donc le modus operandi en fait est vraiment différent dans ce monde-là. Donc les besoins opérationnels sont différents, donc sont bien sûr à prendre en compte à l'avenir par les développeurs de la technologie. Alors je ne sais pas si je continue d'élaborer parce qu'il y a plein d'autres différences, mais on a parlé du décret socle. Je pense qu'un mot que personne n'a prononcé aujourd'hui, c'est PFAS.
ils ont aussi un intérêt de prévoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire à l'avenir dans ce cadre-là. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de choses intéressantes aussi dans ce monde-là et différentes du monde industriel. Donc il faudra que nous, par exemple, par rapport à ce qu'on fait nous, qu'on s'adapte par rapport à aussi ce monde-là, si on veut travailler dans ce secteur d'industrie. Merci Virginie. Je vais revenir à Noémie avec une dernière question, mais qui sort peut-être un petit peu du cadre de l'AMI. Basée sur votre savoir-faire en tant qu'équipementier, vous vous lancez aussi dans le traitement du syngaz, le développement de solutions technologiques spécifiques au traitement du syngaz issu de gazification hydrothermale. Quelles sont les solutions sur lesquelles vous travaillez ? Oui, comme je le disais, on a une solide expérience en traitement et valorisation du biogaz issu de méthanisation qui est transférable donc au traitement et à la valorisation d'autres types de gaz, dont le gaz de synthèse issu de GH. Aujourd'hui, on travaille de deux façons. Donc, on a un travail des études qu'on mène en interne. On est aussi impliqué dans le sous-groupe de travail qui s'attache au traitement et à la valorisation de ce gaz de synthèse et à travers lequel on étudie différents types de scénarios. Nous, de notre côté, donc notre cœur de métier, c'est la séparation de gaz. Et donc, on est en train de travailler sur... notre premier travail, il va être d'étudier la faisabilité d'un système d'épuration membranaire à haute pression, sans étape de compression. Donc ça, ce serait un peu notre Graal, si je puis dire. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a plusieurs scénarios qui sont à l'étude, en parallèle avec le sous-groupe de travail. Ce qu'il faut, c'est considérer la chaîne dans son ensemble, parce qu'on peut proposer des solutions, mais qui doivent s'inscrire dans la chaîne de valeur complète finalement, parce que il y a différents flux à valoriser à différents endroits. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Ah non, si, voilà. Le dernier point sur lequel je voulais insister aussi, c'est qu'un des verrous techniques aussi sur la valorisation de ce gaz de synthèse va être le traitement des alcanes qu'on va retrouver. Et voilà, surtout si on souhaite travailler à haute pression, ça va être un vrai défi pour la filière. Merci Noémie. Bon, on est arrivé à la fin. On est désolé qu'on a dépassé pas mal le temps prévu. Voilà, peut-être un peu trop ambitieux, mais bon, de l'autre côté, c'était intéressant. Je pense, j'espère pour vous qu'on a pu vous montrer toute la diversité des acteurs et que ça couvre, ouais, c'est un peu la passion et que voilà, ça couvre toutes les activités. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de nous en poser. Sachant qu'à 4 heures, on va continuer avec l'autre conférence sur les avancées technologiques des développeurs. Allez-y. Oui, Jonathan Lefebvre à nouveau. Vous parliez tout à l'heure de la question du fait que les productions de digestat soient continues, donc du coup qu'on n'arrive pas à les gérer au fur et à mesure, que la gasification hydrothermale était donc une solution. Mais comment vous gérez du coup l'intermittence sur une gasification hydrothermale pour gérer des surplus d'un côté? Est-ce qu'il y a un modèle économique à avoir avec une gasification hydrothermale qui permet de transformer les produits, si j'ai bien compris, en quelques heures, mais en ne le faisant tourner que quelques heures, dizaines d'heures ou centaines d'heures par an? Est-ce qu'il y a un modèle économique sans un flux permanent? Je ne sais pas si ma question est claire. Alors je vais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure parce que c'était un peu réducteur. C'était vrai, mais en fait ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en effet on va avoir cette production continue de digestat. Quand on dimensionne une installation de méthanisation, l'un des éléments nécessaires pour cette installation, ça va être de définir un plan d'épandage. C'est-à-dire que quand on met en place cette installation de méthanisation, on a prévu une sortie pour tout ce digestat qui va être produit. Maintenant, il se trouve en effet que dans le cas d'une méthanisation qui a été dimensionnée initialement, on va avoir ce problème de variabilité et donc avec ces digestats qui peut-être, imaginons qu'on ait une année particulièrement pluvieuse, des digestats qu'on va peut-être pas pouvoir épandre pendant cette année-là. Au-delà de ça, un autre point que je voulais amener,
recyclage qui va, elle, les consommer plus rapidement. Je laisserai peut-être d'autres collègues compléter la réponse. Déjà, dans un premier temps, comme je le disais, la ration ne sera pas basée uniquement sur du digesta. Il y aura d'autres intrants qui seront également utilisés. Voilà, donc c'est un premier élément de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Disons pour la technologie, c'est important que l'intrant que vous apportez, il est homogène et que sa composition, même si vous faites un mélange, ne change pas trop. Il y a une certaine souplesse qui est admise, mais elle est limitée. On est dans une conversion thermochimique, elle a ses limites. On ne pourra pas faire papa-maman dans tous les sens, ça ne sera pas possible. Mais je dirais par rapport au digesta, c'est quand même un produit qui, avec la méthanisation qui vient en continu, et les produits en continu. Après, ce que vous récupérez en résidus, c'est quand même des quantités relativement limitées, parce que c'est surtout des minéraux que vous allez récupérer et de l'eau. Le plus grand volume, c'est l'eau, mais l'eau, ça stocke plutôt facilement. Et les minéraux, c'est des quantités qui restent raisonnables et qui, justement, si on arrive à bien séparer, on va dire, les différents minéraux entre eux et surtout à extraire le phosphore qui intéresse le plus, voilà, on arrive à faire quelque chose de stockable et surtout on va pouvoir gérer spécifiquement entre le besoin de l'agriculteur et ce qu'on génère. Il peut doser ce qu'il n'est pas forcément capable de faire un digesta qui est forcément un mélange de différents minéraux, quoi. Et où chaque minéral ne correspond pas forcément aux besoins exacts. C'est ça qu'on pousse au bout, c'est qu'on veut récupérer tous les minéraux, les pouvoir séparer et après pouvoir les doser individuellement en fonction du besoin final, quoi. C'est ça l'idée. C'est pour ça aussi qu'on cherche à faire cette jonction entre notre domaine d'expertise et les secteurs qui sont plutôt dans les fertilisants. Et on a déjà des contacts justement avec des acteurs, Cristal Union en fait partie, mais il y a aussi des spécialistes qui sont vraiment dans le domaine de la production de fertilisants, qui viennent plutôt du monde fossile, mais qui sont bien conscients, il va falloir faire le switch, quoi. À un moment, toutes les ressources, notamment de phosphore, ils arrivent à épuisement. Et si on continue comme ça, on va avoir des problèmes, je dirais, presque existentiels à un moment, quoi. Et c'est ça qu'on essaie aussi d'amortir un peu avec la technologie, c'est cette capacité de récupérer, de préserver ces minéraux qui, au moins pour une partie, sont précieux et qu'on ne veut pas perdre. On s'arrête là? On fait une petite pause? Merci à nos intervenants. Merci beaucoup pour votre venue déjà. Merci à tous. Et merci pour nos intervenants.